Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors il est temps maintenant de préparer vos observations astronomiques pour ce mois d'octobre 2020. Et au programme ce mois-ci, nous verrons notamment deux oppositions, celle de Mars et celle d'Uranus. Dans un second temps, nous commenterons l'activité solaire du mois de septembre. Et ensuite, bien sûr, nous détaillerons la visibilité de chaque planète et objet du système solaire. Et enfin, bien sûr, nous vous montrons des photos très intéressantes. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir d'accueillir une fois de plus Pascal et Mathieu, tous les deux astronomes amateurs dans le 49. Et ce mois-ci, on pourrait se demander quel mois on est, puisque est-ce qu'on est au mois de mars? C'est de mars qu'on va surtout parler ce mois-ci. Et d'ailleurs, nous commençons directement avec le 6, c'est Mars qui s'approche au plus près de la Terre. Alors, Pascal, je me tourne vers toi. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi Mars passe au plus près de la Terre le 6, alors qu'elle passe en opposition une semaine après, et pourquoi elle est plus proche de la Terre alors que les autres planètes sont plus proches de la Terre lors de leur opposition? Voilà, alors comme vous le savez, donc chaque planète tourne autour du Soleil selon une orbite bien définie. Eh bien, l'orbite de Mars n'est pas comme l'orbite de la Terre. L'orbite de la Terre, elle est véritablement ronde autour de la Terre, alors que l'orbite de Mars est plutôt elliptique. Ce qui explique qu'effectivement, à un moment donné, elle va passer plus proche de la Terre que son opposition. On rappelle que l'opposition, c'est l'alignement du Soleil, de la Terre et de Mars. Et là, on pourrait se dire, si c'était dans un plan véritablement orbital, comment dirais-je, à équidistance du Soleil, là, effectivement, elle serait au plus proche de la Terre quand elle passerait. Mais là, non, c'est parce que son orbite est elliptique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une différence d'une semaine à peu près. D'ailleurs, à ce moment-là, elle sera à 62 millions de kilomètres de la Terre. D'accord. Merci pour cette explication. Le 13, c'est l'opposition, justement, de Mars. Donc, Mathieu, où se trouve-t-elle dans le ciel, Mars, et comment on pourrait la reconnaître? Alors, vous la trouverez dans la constellation du Bélier. Et elle se lève donc en tout début de nuit. Vous la trouverez donc sur l'horizon est. À ce moment-là, donc, elle va surpasser en éclat Jupiter, qui est quand même l'une des planètes les plus brillantes du ciel. On rappelle que seule Vénus surpasse toutes les étoiles du ciel en termes d'éclat. Et donc la Lune et le Soleil qui sont encore au-dessus. Donc Mars, elle est vraiment dans une configuration qui est la meilleure possible. On avait eu des configurations qui étaient encore meilleures les années précédentes, mais là c'est vrai qu'on a de très belles configurations cette année, puisque on est sur une opposition d'automne, donc une des meilleures oppositions possibles que l'on puisse avoir pour Mars. D'accord. Alors, si on observe au télescope, qu'est-ce qu'on peut voir sur Mars? Alors, on peut voir beaucoup de choses. La première chose qu'on va commencer à distinguer avec un petit télescope ou une lunette astronomique, ça va sans doute être l'une des deux calottes polaires de Mars. On rappelle que Mars est inclinée sur son axe de rotation, un peu comme la Terre, donc elle a des saisons. Et donc elle nous montre un peu plus l'un de ses hémisphères que l'autre. Voilà, comme la Terre. Et donc, ce qui est intéressant de suivre, notamment sur les calottes polaires de Mars, donc au télescope, à l'oculaire d'un télescope, ce que vous verrez, c'est une minuscule tache brillante, d'un blanc éclatant, à l'un des limbes de la planète. Et donc, ce qui est intéressant de faire quand on possède un télescope, c'est de suivre peut-être l'évolution de cette calotte, puisque comme les calottes polaires terrestres, les calottes de Mars ont une régularité saisonnière.
et rétrécissent au fil du temps ou alors augmentent en volume. Et ça, c'est intéressant, ça peut se suivre à l'oculaire d'un télescope. Une autre particularité de Mars dont j'aurais voulu vous parler, ce sont ses phases. En fait, elle présente des phases. Alors, ce ne sont pas les mêmes phases que ce que vous observerez sur la Lune ou même sur des planètes comme Vénus et Mercure qui sont intérieures à l'orbite terrestre. La Mars, elle est de l'autre côté. Or, les planètes qui se situent de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, eh bien, on les voit en général à peu près pleines, toujours, en permanence. Mais Mars, elle est très particulière parce qu'elle se trouve très proche de nous, et finalement, on aperçoit, alors ça se voit au télescope, hein, ou avec une bonne lunette astronomique, mais on peut voir une demi-phase, j'ai envie de dire, où en fait il manque un petit morceau de Mars. Alors ça, c'est en dehors de la période de l'opposition martienne, puisque lors des oppositions martiennes, eh bien, Mars se présente au télescope comme pleine ou entière. Et donc, dans ces périodes en dehors de l'opposition, donc les mois précédents et les mois suivant l'opposition, eh bien, la phase manquante de Mars peut aller jusqu'à quelques pourcents, voire quelques dizaines de pourcents. Donc une Mars gibbeuse, un peu comme la Lune, et qui est très intéressant à noter en passant. Et est-ce qu'on peut voir aussi le mont Olympus et la Valles Marineris, le plus grand canyon et donc le plus grand mont du système solaire? Est-ce qu'on peut les observer? Ça, c'est une question délicate. A priori, oui, des observateurs rapportent les avoir observés. Par contre, attention, petite subtilité, c'est que, en tout cas pour ce qui est d'Olympus Mons, on ne peut pas l'observer directement. Pourquoi? La raison est assez simple, c'est que même si cette région a une très grande taille à la surface de Mars, eh bien, ça reste quand même un petit point qui est planté à la surface martienne. Et en plus de ça, c'est très peu contrasté. Parce que certes, le mont est très grand, mais il est aussi très large. Il a des pentes très douces. Et donc, on ne va pas voir les contrastes que l'on va avoir, par exemple, avec les contrastes des cratères lunaires, où on a des jeux d'ombre et de lumière. Sur Mars, c'est beaucoup plus difficile à percevoir, en tout cas pour ce qui est d'Olympus Mons. Comment on peut par contre repérer Olympus Mons et comment certains l'ont fait avec de bons instruments quand même. Là, il faut tabler sur des télescopes très grands, de très grande ouverture. Alors, eh bien en fait, grâce à ce qu'on appelle des nuages orographiques. Ces nuages-là, donc on ne va pas expliquer comment ils se forment parce qu'on n'aura pas le temps, mais ce sont des nuages qui s'accrochent au sommet des reliefs les plus hauts sur la planète rouge. Et ces nuages-là, en formant des bancs, eh bien, finalement, vont faire une couverture assez large. Et donc, c'est ainsi, en repérant cette nuance de luminosité, on va pouvoir repérer ces nuages et on va pouvoir dire, eh bien, là-dessous se cache tel ou tel mont. Par contre, après, effectivement, il faudra une carte à côté pour être sûr qu'il s'agit bien d'Olympus Mons que l'on observe et pas d'autre chose. D'accord. Et sinon, peut-on utiliser des filtres pour mettre... Des régions de Mars plus en exergue? Oui, alors les filtres les plus intéressants pour Mars, il y en a pas mal. En fait, on peut pratiquement tout utiliser en termes de filtres colorés sur la planète Mars. On rappelle que les filtres colorés, ce sont des filtres qui sont dédiés à l'observation planétaire. Pour Mars, j'ai envie de préconiser les filtres rouges, principalement. Pourquoi? Parce que Mars possède ce qu'on appelle, alors j'en ai pas parlé, je peux en parler maintenant, c'est-à-dire qu'à part les calottes polaires sur Mars, que vous verrez très bien aussi, ce sont des nuances clair-sombre à la surface. Ça en fait, c'est des régions diverses à la surface de Mars. On peut situer par exemple Mars Immerium Syrtis Major, qui est l'une des plus grandes régions sombres de Mars, qu'on repère très facilement au télescope. Et ce genre de région-là va être rehaussé avec des filtres rouges. Alors, selon la taille de votre télescope, soit un filtre orange, si vous avez vraiment une petite lunette astronomique, genre 80 ou 100 mm,
Filtre rouge 23 si vous avez un 150 ou un 200 mm. Et si vous avez au-delà de ces ouvertures, eh bien, tablez sur un filtre rouge 25, pourquoi pas. Après, d'autres filtres, peut-être, le bleu 80A peut être intéressant, notamment pour rehausser le contraste des calottes polaires, si vous avez un petit peu de mal à voir les calottes polaires. Voilà. Principalement, c'est les filtres les plus utiles sur Mars. D'accord. Il y en a d'autres, mais bon, il faut être après un peu expérimenté dans ces observations de surface planétaire. Au début, quand on vient d'acheter son premier télescope et qu'on commence à observer les planètes, on a du mal à distinguer comme cela les caractéristiques principales. C'est normal, l'œil n'est pas encore exercé. Puis bon, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme par exemple la turbulence Ouais, bah. et les conditions atmosphériques et optiques du télescope. Alors sinon, Mars, c'est comme la Lune, elle passe par différentes phases. Alors, quand on l'observe, comment on peut savoir quelle région on voit en direct? Eh bien, en fait, comme tu viens de le dire, Mars présente une phase différente selon les moments où on l'observe. Ça peut être dans une seule nuit, mais ça peut être aussi au fil des semaines. Eh bien, moi, j'ai trouvé une application, alors non, un site internet, pardon. Par contre, c'est en anglais. Alors, soit il faut aussi connaître un petit peu en anglais, soit vous avez maintenant de toute façon les traductions anglais au français qui est automatique maintenant en informatique. Ça s'appelle skyontelescope.org. Et entre guillemets, l'application qui peut être utilisée, ça s'appelle Mars Profiler. Mars Profiler, donc sur skyontelescope.org. Et là, ce site internet va vous montrer, alors à partir du moment où vous entrez les horaires de vos observations pour préparer ceci, eh bien vous allez pouvoir avoir une carte détaillée de la phase de Mars telle que vous allez l'observer à un moment donné au télescope. Donc voilà pour ce qui est de la planète Mars ce mois-ci. Et maintenant le 21, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Orionides. Donc Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur cet essaim météoritique? C'est comme tous les essaims, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Alors effectivement, surtout qu'on va avoir un petit peu le temps là, de les observer, puisqu'elles commencent le 2 octobre pour finir le 7 novembre, donc un bon mois, avec un pic surtout le 21 octobre. Ouais. Donc au moins s'il faut choisir une date, eh bien on choisira plutôt celle-là. Alors avec un taux horaire zénital, hein, donc on se souvient ce que cela veut dire, hein, c'est de savoir un petit peu la fréquence des étoiles. C'est à peu près 20, autour de 20 étoiles filantes donc par heure, en moyenne, hein, ce qui est correct. Alors il viendra d'où? Eh bien, son radian se trouve au-dessus, à gauche de Bételgeuse. Donc, on repère la constellation d'Orion, hein, puisqu'on parle des Orionides, hein, donc qui sont l'essaim météoritique de la constellation d'Orion. Et donc, on repère Bételgeuse. On a fait une émission il n'y a pas longtemps dessus. Elle est très visible, hein, donc sur son épaule. Et voilà. Et elles vont être quand même assez rapides, hein, ces étoiles filantes, puisqu'on part de 66 km/s, hein, ce qui est relativement rapide. Est-ce que sinon la Lune va gêner pour les observations? Non, on a de la chance. Non. Alors la raison, elle est très simple. C'est que d'abord, Orion ne sera pas observable avant minuit. C'est là où elle va commencer à se lever donc, sur l'horizon. Et puis en plus, la Lune, elle, sera déjà couchée depuis 1h30 presque. Hein. Voilà, vers 22h30, elle va se coucher. Donc la situation est idéale pour les observer et voire même pour les photographier. Okay. On rappelle juste une petite chose, hein, que cet essaim de météores a pour origine la queue de la comète de Halley. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir précisé. Le 25, c'est le passage à l'heure d'hiver, donc moins 1 heure. Ça nous fera 1 heure de plus pour dormir et pour pouvoir observer. Donc à 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures du matin.
Le 31, c'est l'opposition de la planète Uranus. Alors Mathieu, eh bien, où se trouve-t-elle dans le ciel et comment on peut la reconnaître? Eh bien, donc, elle se situe dans la constellation du Bélier. On en a parlé tout à l'heure avec la planète Mars. Et effectivement, Uranus se trouve tout à fait près de Mars, visuellement, dans le ciel. Et donc, en fait, Uranus, elle est, on va dire... vous avez donc les deux étoiles principales de cette constellation sont Hamal et Shératan. Et alors, le jour de l'opposition d'Uranus, le 31, vous aurez la lune gibbeuse qui sera juste en dessous de Uranus. Donc ça peut être un jalon, un repère pour pouvoir repérer Uranus au télescope. D'accord. Parce qu'à l'œil nu, avec la lune gibbeuse, ça va être un peu plus compliqué. Alors que peut-on voir? Est-ce qu'on peut voir ces anneaux, ces lunes? Alors, non. Alors, théoriquement, non. Par contre, l'astrophotographie peut permettre de voir les anneaux d'Uranus, pourquoi pas. Moi, je voulais vous parler surtout de l'observation d'Uranus à l'œil nu, parce que c'est intéressant d'en parler aussi. Donc là, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le 31, vous aurez la lune gibbeuse qui sera à côté. Malheureusement, ça ne permettra pas d'observer Uranus à l'œil nu. Par contre, du fait de sa magnitude qui est de plus 5,7, eh bien, Uranus peut théoriquement être observable à l'œil nu. Alors, il faut des bons yeux, il faut un bon ciel, évidemment, mais c'est possible de le faire à l'œil nu. D'accord. Et au télescope? Voilà, alors au télescope, eh bien, ce que vous pourrez voir au télescope, alors peut-être déjà le disque d'Uranus, parce qu'à l'œil nu, vous ne verrez rien d'autre qu'un petit objet d'aspect stellaire. Au télescope, à partir de 100 ou 150 mm d'ouverture, vous verrez très bien son disque. Un disque qui est bleu verdâtre, que j'aime énormément observer et que je ne manque jamais d'observer tous les ans. Ça fait partie de mes planètes préférées. On parlait de Jupiter tout à l'heure, mais Uranus, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément observer. Et oui. Alors parfois, on peut observer aussi sur cette planète des SPO, ce sont des tempêtes éphémères. Comment on peut les observer? Alors ça se traduit sous forme de taches brillantes qui apparaissent sporadiquement à la surface d'Uranus. Alors, c'est là encore pas vraiment observable en visuel au télescope, à moins d'avoir vraiment un très gros instrument et de très bonnes conditions d'observation. Et de filtrer aussi dans les longueurs d'onde rouges, puisque ce genre de structure n'apparaît que dans les longueurs d'onde rouges de la lumière visible. Moi, j'ai envie de vous conseiller si vous en avez la possibilité, de chercher ces SPO-là dans le domaine de l'astrophotographie. Donc là, avec des caméras CCD, idéalement, des webcams, vous pourrez éventuellement tenter de trouver ces tâches-là. Il y a quand même une condition majeure, c'est qu'il faut qu'il y ait ce passage de tâches au moment où vous observez. Et là, à cette période-ci, j'ai cherché un petit peu, apparemment, il n'y a aucune tache blanche observable à la surface d'Uranus. Donc, dans la pratique, ça va être un peu compliqué pour cette année. Après, Uranus, c'est un petit peu comme Jupiter et puis Neptune, c'est-à-dire que vous avez des tempêtes qui apparaissent un peu à n'importe quel moment, donc c'est toujours à surveiller. Mais en astrophotographie, filtrer dans le rouge ou même dans l'infrarouge pour pouvoir espérer de voir ce genre de SPO. D'accord. Alors maintenant, nous allons passer à l'activité solaire du mois dernier. Donc en septembre, qu'en était-il, Mathieu? Et donc, eh bien, on commence avec la période du 28 août au 3 septembre, où là, le vent solaire va connaître un petit sursaut, avec une pointe de vitesse atteignant presque 500 km/s. Alors, c'est pas énorme, le vent solaire peut aller jusqu'à 600 km/s, voire bien au-delà encore. Mais dans cette période-ci où il ne se passe pas grand-chose, c'est un petit événement quand même. On va en parler dans la suite de cette rubrique. Alors, ce sursaut va provoquer une tempête géomagnétique mineure de classe G1 qui va apporter son lot de belles aurores au pôle Nord. Du reste, il y a bien eu quelques trous coronaux, mais ceux-ci n'ont à aucun moment été inquiétants.
Pour les observateurs assidus du Soleil, eh bien, le plus important à retenir aura été l'absence presque complète de taches solaires depuis un bon mois entier. Un détail non négligeable puisqu'il rend historique ce présent minimum solaire. En effet, depuis 2016, il y a eu 825 jours de soleil vide. Pour trouver une période sans tache solaire équivalente, il faut remonter aux années autour 1913, où le soleil a accumulé 1023 jours impeccables. Ce minimum pourrait donc être celui du siècle. Alors on rappelle que on est parti dans le cycle solaire 25, et pour autant, même si ce cycle 25 a démarré, eh bien, on est encore dans une zone de flottement, de transition, où il ne se passe pas encore grand-chose à la surface du Soleil. Cela dit, eh bien, la NASA et la NOAA ont annoncé à la mi-septembre que le cycle solaire 25 a bien commencé, en précisant que l'activité des taches solaires atteint son point le plus bas en décembre 2019, signant la fin du cycle solaire 24. Dans la foulée, ils ont prédit un nouveau cycle 25 faible, atteignant son maximum en 2025, tout en indiquant que celui-ci serait actif à des niveaux similaires à celui du cycle solaire 24. D'accord. Donc pas grand-chose pour ce mois-ci. C'est ça. Pour ce qui est de la Lune, le premier, elle sera pleine à 23h06. Le 10 à 2h40, ce sera le dernier quartier qui sera observable. Le 16 à 21h31, c'est la nouvelle Lune. Le 23 à 15h23, c'est le premier quartier de la Lune qui sera observable. Et le 31 à 15h50, ce sera de nouveau la pleine Lune. Pour ce qui est des objets principaux du système solaire, donc nous commençons par Mercure. Elle sera très difficilement visible au crépuscule au début du mois et difficilement visible peu avant le lever du soleil à la fin du mois. Vénus sera elle observable en fin de nuit. Mars pourra être observable toute la nuit. La planète naine Cérès sera observable une grande partie de la nuit au début du mois et seulement en première partie de nuit à la fin du mois. Pour ce qui est des astéroïdes, alors Pallas sera observable en première partie de nuit. Junon sera observable en tout début de nuit au début du mois et deviendra inobservable à la fin du mois. Et Vesta sera observable en seconde partie de nuit tout le mois. Pour ce qui est de la plus grosse planète Jupiter, alors elle sera visible en première partie de nuit. Saturne, pareillement visible en première partie de nuit. Uranus sera quant à elle observable toute la nuit. Neptune pourra être observé presque toute la nuit, quasiment tout le mois. Et enfin, la planète naine Pluton sera observable seulement en première partie de nuit. Alors, nous passons maintenant à la dernière partie de cette émission. Et donc, c'est les photos du mois que vous avez à nous présenter. Et donc, Mathieu, on commence par toi. Eh bien oui, donc on a parlé de l'opposition martienne, ainsi que de son rapprochement avec la Terre. On est dans des configurations qui sont très intéressantes. J'avais oublié de préciser que, certes, son rapprochement minimal est de 62 millions de kilomètres. En 2018, on avait eu un rapprochement encore meilleur de 57 millions de kilomètres. Et en 2003, c'était encore mieux. Elle était encore plus proche de nous. Mais cela dit, eh bien, elle a l'avantage, par rapport à 2018 en tous les cas, et même 2003, eh bien, d'être très haute sur l'horizon. Contrairement à 2018 où elle était très basse sur l'horizon, ce qui faisait que elle était un peu noyée dans les turbulences. Et on sait très bien que les turbulences, c'est très mauvais pour la qualité des images que l'on va observer à l'oculaire d'un télescope. Mais en plus de ça, en 2018, on avait une tempête majeure qui recouvrait toute la surface de Mars, ce qui faisait que, à part peut-être la calotte polaire sud, on ne voyait rien d'autre. Et donc là, en 2020, jusqu'à maintenant, en tous les cas, pas de tempête en vue à l'horizon, donc on va avoir une vue splendide sur les régions de la surface de Mars. Et c'est justement l'objet de ma photo de ce mois-ci. Je vais vous montrer
L'une de mes dernières photos, on n'est certes pas encore à l'opposition ni au rapprochement minimal avec la Terre, et pourtant, déjà au télescope, elle se montre de toute beauté. Alors cette photo a été prise avec un télescope de 150 mm d'ouverture, avec un appareil photo compact, donc un matériel tout à fait léger, et vous voyez le résultat qu'on a avec, hein, donc voilà. Et puis, sitôt que vous rajoutez un filtre rouge, vous avez des contrastes qui remontent encore mieux, bien évidemment. On ne voit pas Valles Marineris, ni Olympus Mons, mais effectivement, peut-être que Valles Marineris peut être observable avec un oculaire de fort grossissement sur un bon gros télescope. Et on précise que ce ne sont pas des photos empilées. Ce ne sont pas des... Non, c'est des photos totalement brutes. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà, magnifique photo que l'on présente en ce mois-ci. Alors merci à Pascal, à Mathieu pour votre travail ce mois-ci. Alors merci encore à tous ceux qui nous suivent régulièrement, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker nos vidéos. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le mois prochain, et puis en attendant, on vous souhaite de bonnes observations.